You hurt me. Regarde, les enfants. Va pas, il est en boisson. Tu m'interromps? Vous pensez pas que vous l'avez assez pris? Posez-vous donc, là, vous avez commencé à boire sur le matin. Pas besoin de conseils. Toujours bien pas la fin du monde, vous levez, calice. Le 5 gallons est sans pénétrer. You mind your own business. You know how much I dislike it. T'es en boisson, Percy. Tu montes le ton, t'as plus connaissance de ce que tu dis. J'en ai déjà crissé toute une. Puis ça me dérangerait pas de vous en crisser un autre. I'm not finished with you. C'est moi! C'est moi, Wallace! Ouvrez! Ouvrez! Êtes-vous fou? T'as pas du Christ à faire. Qu'est-ce qu'il y a, Wallace? Christ, il est mort. Il est mort dans l'écurie. Hey, vous disiez ça pour rire, là, hein? On va retourner voir. C'est pas vrai, hein, Wallace? Madame Steve, vous allez venir avec moi. Le drame a lieu dans un village situé dans le Haut-Saint-Maurice, royaume des trappeurs et des draveurs, à une quarantaine de kilomètres au sud de la Tuque. S'agit-il d'un suicide, d'un meurtre? La victime, un immigrant au fort accent britannique, avait jadis été là-bas, dans les vieux pays, un homme du monde. Chez nous, il s'est vite porté acquéreur de la plus grande ferme de la Grand'Anse. Il s'est aussi fait aubergiste, puisque la maison d'habitation, dite la Maison Jaune, compte 18 chambres. Pourquoi avait-il fui la société pour laquelle il était né? Mystère. Cet exil cachait, semble-t-il, un secret qu'il n'a jamais dévoilé et qu'il a emporté avec lui dans sa tombe. Sacré papa. Toujours d'attaque. Comme quand t'étais à l'hydro. La nationalisation de l'électricité, tous les nouveaux projets de développement. Le plus heureux des Québécois, disait maman. Puis il y a eu le grand barrage. Et vos fameuses lignes 735 kV à travers tout le Québec. Hey, Samor! Tu me parlais? Non, non. Je suis juste fière de toi. Je n'oublierai jamais mon beau ciré jaune. C'est l'heure du lunch. Et ses flaques d'eau grandes comme la mer. Puis le bon bol de soupe chaude qui allait me réchauffer de la tête aux pieds. Heureusement, Tim Horton se souvient aussi. Bonjour, Claude. C'est l'heure du lunch? Des sandwichs avec du pain fraîchement cuit. En plein ce qu'il faut. Une vraie bonne soupe nourrissante. De quoi me réchauffer comme dans le temps. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. C'est comme retrouver la chaleur du passé. La toute nouvelle Ford Taurus 1996 a été dessinée de façon à donner des courbes adoucies à toutes ses composantes. Ses phares ovales intégrés épousent la forme du capot et de la calandre, tandis que ses lignes fluides lui confèrent une silhouette distinctive. Si distinctive qu'elle est maintenant la nouvelle référence en matière de design automobile. La toute nouvelle Ford Taurus 1996, entièrement faite d'audace et d'acier. Ça doit la changer de ces histoires de domotique puis de fibre optique. Elle dit que bientôt, on va pouvoir gérer notre énergie par télécommunication. Et puis, il y a leurs autres recherches, comme la nouvelle pile. Le monde entier est intéressé.
À quoi tu penses? À l'hydro. Il y a de quoi être fier de l'énergie des Québécois. Hydro-Québec, l'énergie qui voit loin. Et depuis combien de temps étiez-vous marié à M. Slater? Depuis 9 ans. Maintenant, dites-nous, qui était chez vous le jour du drame? À part Wallace McRae, notre homme engagé, il y avait Arthur Chandonnet, un pensionnaire, puis Ursule Skeen, ma belle-sœur. Elle m'aide aux soins des enfants puis à l'entretien de la maison. Et que s'est-il passé cet après-midi-là? Mon mari paraissait plus étrange, plus mauvais que de coutume. Dans la journée, il m'avait ordonné d'y remettre son revolver. Moi, j'ai refusé. Là, il s'est mis à parcourir les chambres en me menaçant tout le temps. Il disait qu'il me tuerait puis qu'il se tuerait lui-même après. Vous dites qu'il vous a menacé de vous tuer et de se suicider si vous ne lui donniez pas son revolver. Oui. Il a même dit, si tu me donnes pas le revolver, m'en tuer elle avec. En parlant de qui? Ursule, ma belle-sœur. La femme à mon frère. Que faisaient Chandonnet et McRae pendant ce temps? Il était couché en haut. Il était chaud. Comme de coutume, il s'était pris bien de la boisson ce jour-là. Et ensuite? Au bout d'un escousse, les hommes se sont levés. Ils ont descendu, puis mon mari a pris une coupe de coups avec eux autres. Maintenant, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé entre le souper et la découverte du cadavre de votre mari? Ben, après le souper, Chandonnet, il est parti veiller chez le voisin d'Ontilly, qui reste de l'autre bord de la rivière. McRae, il est monté en haut pour se recoucher. Il se plaignait encore du mal de tête. Mon mari, il a commencé à rentrer du bois. Comme il avait pris bien des coups dans la journée, il se garantissait ses murs pour marcher. Là, il a fendu ses bûches, puis il m'a demandé d'aller réveiller Wallace pour qu'il aille faire le train. Moi, j'ai pas arrivé à le réveiller. Il était trop chaud, il était pas réveillable. Là, mon mari, il a rage noir. Il a dit que si ça donne, j'engage un gars s'il faut que je fasse son ouvrage à sa place. Il est parti lui-même soigner les animaux. Ensuite? Au bout d'un espouse, j'ai commencé à trouver qu'il me mettait bien du temps à revenir. Vu que j'étais malade depuis proche 15 jours, j'ai dit à ma belle-sœur, va donc voir ce qui fait qu'il revient pas de l'écurie. Là, elle m'a dit, j'ai bien trop peur. Ben, surtout après ce que tu m'as dit qu'il voulait me tuer. J'y avais dit, là, ce qu'il m'avait dit l'après-midi. Là, j'ai attendu quelques minutes. Là, j'ai remonté, puis j'ai réussi à réveiller Wallace. Et qu'a-t-il fait? Vu qu'il était encore sous, il s'est accoté sous moi pour descendre les marches, puis c'est là qu'il est parti pour l'écurie. Poursuivez. Puis qu'il est revenu par la porte d'en arrière, bien affolé, pour me dire que mon mari était mort. C'est donc votre homme engagé le premier qui a constaté le décès de votre mari? Oui. Et votre mari, avant d'aller faire le train à l'écurie, était-il en possession de son revolver? Ben, je l'avais mis en cachette depuis l'automne, mais ça se peut qu'il l'ait découvert pendant que j'étais malade. Je sais pas. J'avais souvent connaissance qu'il fouillait partout pour le retrouver. Messieurs les jurés, nous allons suspendre l'enquête du coroner pour permettre au chef détective McCaskill, qui vient d'arriver de Montréal, de mener une enquête policière. Coup de théâtre, il n'aura fallu que 45 minutes au policier McCaskill pour obtenir de Mme Slater des aveux complets. Madame Slater, vous êtes toujours sous serment. Voulez-vous confirmer à ces messieurs du jury du coroner que vous témoignez ici librement et que vous ne tenez compte d'aucune promesse, ni faveur, ni menace qui pourrait vous être faite? Oui, monsieur, je le fais librement. Madame Slater, reconnaissez-vous ce revolver? Faites un petit effort. Reconnaissez-vous cette arme?
C'est le revolver de mon mari que j'avais caché. Bien. Maintenant, à votre connaissance, étiez-vous seul à en connaître l'emplacement? Oui. Jusqu'à temps que j'en dévoile la cachette à Wallace McRae le jour que l'accident est arrivé. Qu'on appelle Wallace McRae. Madame Slater. Wallace McRae, c'est cet homme qui est là? Oui. Et c'est bien à lui que vous avez révélé l'endroit où l'arme était cachée le jour du meurtre. Oui. L'arme puis les cartouches avec. Pouvez-vous maintenant clarifier quels étaient vos rapports avec lui? C'est une question, Madame Slater. Est-ce que Wallace McRae était uniquement votre homme engagé ou entreteniez-vous avec lui un autre type de relation? J'étais son ami. Depuis qu'il reste avec nous autres. Même avant. Madame Slater, écoutez-moi bien. Vous est-il déjà arrivé d'entendre Wallace McRae faire des menaces de mort contre votre mari? Oui. Une fois ces derniers temps. Il disait que là, c'était le temps qu'il s'en débarrasserait. Puis qu'une fois qu'il serait mort, il me marierait. Wallace McRae et Marianne Slater vont être accusés de meurtre. Ils subiront 2 procès séparés. Celui de McRae aura lieu le premier. Monsieur Chandonnet, est-il exact que vous étiez en pension chez les Slater le 5 mars 1905? Oui, monsieur. Ça faisait comme un mois. Vous connaissez l'accusé? Je le connais depuis que j'ai l'âge de connaissance. Que faisait-il chez les Slater? Il est engagé là. Il partageait avec les chevaux. Le jour du drame, monsieur Chandonnet, avez-vous passé la journée à la maison de pension? Oui, monsieur. Il n'y avait pas de messe ce jour-là à Grand'Anse. On est resté assis toute la journée, on a fumé. On a pris un coup de temps en temps. C'est comme ça que vous avez passé la journée? Oui. Mais ce dimanche-là, moi, après souper, j'ai parti pour aller veiller chez Dontigny. J'ai pas resté chez Slater. Qui est ce Dontigny? C'est le premier voisin de l'autre bord de la rivière. Quelle heure était-il? 6h moins quart. Et combien de temps êtes-vous resté là? Ben proche 2 heures. Madame Skeen est venue nous avertir aux alentours de 7h30 qu'il venait de trouver Slater mort. Et qu'est-ce que vous avez fait alors? Vous êtes revenu? Oui, monsieur. Bien. Donnez-moi les détails. On est revenu à la maison, moi et Dontigny, Madame Skeen. On nous voyait, McRae arrêtait pas de sacrer. Il disait, venez voir comme il est bien mort, le maudit bon Dieu. Et il vous a entraîné à l'écurie? Oui. On a pris un fanal, puis on est allé à la grange. C'est McRae qui a ôté le crochet de la porte. On l'a suivi. Là, on a vu le défunt dans le milieu de l'allée. Dontigny s'est mis à la tête de Slater, puis il a dit, écoute donc, il a été tiré dans le dos. Là, McRae a dit, penses-tu qu'une balle passe pas au travers du corps d'un homme, Callis? Puis en passant en rôle défunt qui était dans l'allée, j'ai dit, ah, Wallace, écoute donc, Wallace, on dirait qu'il souffre. Il a dit, crains pas le maudit bon Dieu de Saint-Crème, il souffre plus. Bien. Maintenant, monsieur Chandonnet, saviez-vous si l'accusé était garçon ou marié? Garçon. Mais il m'a déjà dit dans un voyage à la Tuque qu'il se marierait en autant qu'il en tue un avant. Il avait quelqu'un à tuer avant de convoler. C'est bien ce que vous dites? Oui. Il m'a dit dans l'automne avant le meurtre qu'il tuerait le bonhomme Slater puis qu'il marierait sa femme. Merci.
Madame Sclater, auriez-vous l'amabilité de relever votre voile? Votre Seigneurie, je demande à la Cour qu'il me soit permis d'examiner le témoin, à savoir s'il est en mesure de prêter serment. Je m'en charge moi-même. Madame Sclater, quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. Croyez-vous en Dieu? Je ne peux en répondre. Répondez à la Cour, s'il vous plaît. Croyez-vous en Dieu ou en l'existence d'un Dieu tout-puissant? Je ne peux en répondre. Bien, je vais vous poser une autre question. Connaissez-vous l'accusé? Je ne peux en répondre. Si vous refusez de répondre, je vous avertis que vous serez condamné pour mépris de cour. Je vous pose une dernière question, et c'est la suivante. Êtes-vous en train de refuser de vouloir témoigner? Je ne peux en répondre. En 31 ans d'expérience dans les affaires criminelles, c'est la première fois que je vois un cas aussi flagrant de mépris de cour. En conséquence, je vous condamne à la prison jusqu'à ce que vous soyez décidé à répondre. Retirez-vous. Au terme de son procès, Wallace McRae est trouvé coupable du meurtre de Percy Howard Sclater. Les aveux de la veuve ont été reconnus valables par le juge. Il sera donc condamné à monter sur l'échafaud, mais seulement lorsqu'il aura témoigné au procès de sa prétendue complice, Marianne Sclater. Pouvez-vous vous rappeler, le soir du drame, après le souper, ce qui s'est passé après que votre beau-frère, M. Sclater, soit parti soigner des animaux à l'écurie? J'ai débarrassé la table et j'ai commencé la vaisselle. Au bout d'un quart d'heure ou un peu plus, Marianne s'est mise à s'inquiéter. Elle a commencé à trouver qu'il était longtemps parti. Elle m'a demandé d'aller voir pourquoi il revenait pas. J'ai dit, j'ai bien trop peur. Essaye donc de réveiller McRae à la place. Elle avait essayé de le réveiller une fois, mais elle n'avait pas été capable en rapport qu'il était trop chaud. Là, elle est remontée en haut encore. Elle est redescendue. Puis d'un coup, elle est devenue toute bleue. Elle m'a dit, « As-tu entendu un grand bruit venir de l'écurie? » J'ai dit, « Comment veux-tu que j'entende? Le petit bruit tout le temps. » Il était à Romouin dans la cuisine. Elle était tellement effrayée qu'elle m'a demandé de barrer la porte de la cuisine. Pourquoi? Elle avait peur qu'il revienne. Elle m'a dit, « On sait pas, des fois, il est chaud. Il peut venir avec une hache, quelque chose, puis s'il est bien fâché, il peut nous tuer. » En parlant de son mari, M. Sclater. Oui, monsieur. Poursuivez. Au bout d'un escousse, elle est remontée encore. Là, j'ai entendu des bruits de pas, puis la porte d'en avant s'ouvrir. Était-ce McRae qui ouvrait la porte d'en avant? Je peux pas dire. J'ai pas vu personne sortir. Mais j'ai pensé que ça pouvait être lui. Parce que ça n'a pas pris 2 minutes qu'il s'est mis à frapper dans la porte de la cuisine comme un forcené. Là, j'ai débarré, j'ai dit, « Êtes-vous fou? » Là, il est rentré, il a dit, « On parle d'une Christopher, il est mort dans l'écurie. » Et qu'avez-vous fait? J'ai pris le fanal, puis je l'ai suivi pour voir si c'était vrai. Rendu dans l'écurie, j'ai vu Sclater. Il est couché sur le ventre. Je pensais qu'il était sans connaissance. Je pensais que c'était un cheval qui avait mis la patte dessus. Mais au bout d'un escousse, j'ai vu le revolver. Ensuite? J'ai parti à la course en traversant la rivière pour aller chercher du secours chez Dontigny. J'ai rentré dans la maison puis j'ai dit aux hommes que Sclater venait de se tirer. Et une fois arrivé à la maison, qu'avez-vous fait? J'ai été rejoindre ma belle-sœur pendant que les hommes ont été à l'écurie pour voir au cadavre. Est-il exact que Mme Sclater vous a alors demandé de préparer le salon pour recevoir le cadavre? Oui, monsieur. Merci. Le témoin est à vous. Madame Skeen, pouvez-vous nous dire, après avoir constaté le décès de Sclater à l'écurie et être rentré à la maison, comment était Madame Sclater en apprenant la mort de son mari? Elle avait ses 3 enfants autour d'elle, puis elle paraissait bien effrayée. Elle m'a dit, « Qu'est-ce qu'il y a dans l'écurie? » Moi, je voulais pas y dire en rapport qu'elle était faible depuis 15 jours. J'ai dit, « C'est rien. C'est rien. » Là, elle m'a dit, « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui revient pas? » Ça fait que j'y ai dit qu'il était mort puis qu'il s'était tiré. Là, elle m'a dit, « Tu vois, il voulait te tuer puis il s'est tué lui-même. » Est-ce que Mme Sclater était une bonne travaillante? Ah oui, monsieur. Elle est travaillante, une affaire effrayante. Bien.
Maintenant, Madame Skeen, pouvez-vous dire à la Cour et à ces messieurs du jury si vous avez déjà eu connaissance de manifestations de violence à l'endroit de Madame Slater de la part de son mari? Vous voulez dire s'il la maltraitait? Oui. Dans l'espace de 6 mois, il l'a battue au moins une vingtaine de fois. Une fois même, elle a eu un œil au beurre noir durant proche 15 jours. Madame Skeen, quand Madame Slater vous a dit qu'elle ne réussissait pas à réveiller McCrae, avez-vous pensé à y aller vous-même? J'y ai pas pensé, j'avais bien trop peur. Une chose certaine, c'est que vous n'avez pas vu McCrae descendre de sa chambre et sortir par la porte d'en avant. Non, monsieur. Vous ne l'avez pas vu non plus se diriger vers l'écurie. Non, monsieur. Vous ne l'avez pas vu revenir de l'écurie non plus avant le moment où il frappait dans la porte de cuisine. Non, monsieur. Vous avez bien vu Mme Slater monter à plusieurs reprises à la chambre de McCrae et essayer de le réveiller. Oui, monsieur. Vous avez donc toutes les raisons de croire qu'elle disait la vérité, justement, quand elle vous a rapporté que McCrae était quasiment ivre, mort. Ben oui que je la croyais. Bien. Oh, et Mme Slater, comment se comportait-elle? Pardon? Est-ce qu'elle se comportait comme quelqu'un qui a quelque chose à cacher? Objection! Rejeté. Ben non, voyons. Elle avait pas l'air de ça pantoute. Monsieur Chandonnet, vous avez déjà dit à mon savant confrère que dans l'automne de 1904, Wallace McCrae vous avait fait part de son intention de tuer Slater pour marier sa veuve. Est-ce exact? Oui, monsieur. Vous étiez bon ami avec Slater, n'est-ce pas? Oui. Vous aviez été en excellents termes avec lui jusqu'au jour de sa mort. Oui. Et vous aviez l'occasion de le voir souvent. Pas mal souvent. Toutes les fois que je venais à Grand'Anse. L'avez-vous jamais averti, puisque c'était votre ami, que dans l'automne de 1904, son homme engagé vous avait fait part de son intention de le tuer pour marier sa veuve? Non, monsieur. Pourquoi? Ben, c'est parce que je le croyais pas. Vous ne le croyiez pas? Je pensais qu'il disait ça pour le fun. Voulez-vous nous dire, Monsieur Chandonnet, si vous n'avez pas reçu un peu d'assistance de la part d'un certain détective dénommé McCaskill pour ressusciter dans votre souvenir cette déclaration? J'y ai juste dit ce que je me souvenais quand il m'a questionné. Il m'a pas forcé. Monsieur Chandonnet, n'est-il pas vrai que vous avez été arrêté l'automne dernier pour vol? C'est une question, Monsieur Chandonnet. Oui, monsieur. Vous avez réglé l'affaire. Et ça vous a coûté combien? 163 piastres. Avez-vous de la famille à Grand'Anse? Oui. Pourquoi alors pensionnez-vous chez les Slater? Ben, est-ce parce que vous avez déjà essayé de commettre un attentat contre votre sœur? Votre propre sœur? Non. J'ai jamais attenté contre. J'ai seulement eu quelques mots avec. Monsieur Chandonnet, quelle était la nature de vos relations avec l'accusé? Je comprends pas. Je vous pose la question autrement. N'étiez-vous pas amoureux de Madame Slater? Jamais de la vie. Vous jurez ne jamais lui avoir fait des avances? Objection, votre seigneurie, on ne fait pas ici le procès du témoin. Venez-en au fait, maître. N'est-il pas vrai, Monsieur Chandonnet, que l'on vous a entendu dire « Ça nous a pas pris grand temps de décrasser la grandance de Slater ». J'ai jamais dit ça. Vous jurez ne jamais avoir dit ça. Oui. Mais vous avez admis que vous êtes un voleur. Connaissez-vous le vieux dicton « Qui vole, ment ». Maintenant, Monsieur Chandonnet, je pense que vous l'avez déjà dit, mais je voudrais être positif de ça. Vous dites que ça vous a pris 10 minutes, n'est-ce pas? Le temps pour vous rendre de chez Slater à chez Dontigny. 10 minutes, un quart d'heure, oui. Vous êtes parti à 6h moins le quart de chez Slater. Oui. Vous avez donc dû arriver vers 6h moins 5, au plus tard 6h chez Dontigny. J'ai pas regardé l'heure. Ben, si ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Ben, ça doit être ça. Merci. Je n'ai plus de questions. Monsieur Dontigny, vous avez déjà dit à mon savant confrère que c'est vous qui avez veillé à transporter le cadavre de Grand'Anse à Grande-Pile pour l'enquête du coroner. Est-ce que Mme Slater a fait le trajet avec vous?
Oui, monsieur. Comment était-elle? Oh, elle a pleuré tout le long du voyage. Elle n'était pas consolable. Maintenant, pouvez-vous nous dire à quelle heure M. Chandonnet est arrivé chez vous le soir du meurtre, avant que Mme Skeen ne vienne vous annoncer le drame qui venait de s'abattre chez les Slater? 6h15, 6h20. Vous en êtes bien sûr? Oui. On venait de finir de souper et il faisait encore clair. Non, c'est-à-dire qu'il faisait ni noir ni clair quand c'est arrivé. C'était entre chien et loup. Vous êtes le premier voisin de la maison jaune des Slater, n'est-ce pas? Oui. Combien ça prend de temps pour se rendre de chez les Slater à chez vous? 10 minutes, je suppose. Le temps de traverser la rivière, là. Et si cette personne-là, qui serait partie de la pension Slater à 6h moins quart, était arrivée chez vous à 6h20, est-ce que cette personne se serait arrêtée chemin faisant? Ah ben oui, monsieur. Pourquoi? Parce que pour faire 8 arpents, ça ne doit pas y prendre plus qu'un quart d'heure. Pouvez-vous nous dire, le jour de la mort du défunt, dans l'après-midi, vous rappelez-vous être allé chez les Slater? Oui, j'étais allé faire une quête de 5 piastres pour un autre voisin qui a passé au feu. Et quand vous êtes parti, est-ce que Chandonnet vous a dit qu'il irait veiller chez vous ce soir-là? Non, monsieur. Est-ce qu'il avait l'habitude de se présenter chez vous sans s'annoncer avant? Oh, non, monsieur. Merci. Je n'ai plus de questions. Caskill, la question est certes inutile et je m'en excuse. Mais quand vous avez interrogé l'accusée au début de l'enquête du coroner, avait-elle été mise sur ses gardes? Certainement. Je lui ai dit mon nom, ma qualité et ma fonction, ajoutant qu'elle n'était nullement obligée de parler. N'est-il pas vrai que vous avez dit à la femme Sclater, le monde croit que vous en savez long sur cette affaire et vous devez le dire? Que mon savant ami attende son tour, votre seigneurie. Poursuivez. En fait, j'ai dit quelque chose dans ce sens-là, mais qu'après l'avoir bien mise sur ses gardes. D'ailleurs, je n'ai pas dit « vous devez le dire ». Mais qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit tout simplement « le monde croit que vous en savez pas mal long sur cette affaire ». Et poursuivez. Monsieur McCaskill, pouvez-vous dire à ces messieurs du jury ce que vous a déclaré la femme Sclater lors de cet entretien que vous avez eu avec elle à l'enquête du coroner? Elle m'a dit que son mari avait quitté la maison pour aller faire son train. En voyant qu'il tardait à rentrer, elle envoya McCrae à sa recherche. Et il le trouva mort. Elle dit qu'elle croyait à un suicide. Mais je lui dis qu'elle devait sûrement en connaître plus long sur la mort de son mari. Elle me répondit, alors librement, que l'assassin de son mari était Wallace McCrae et que c'est elle qui lui a montré où était le revolver et où étaient les cartouches. En présence de l'accusé, j'ai fait entrer McCrae. Je l'ai questionné. J'ai montré McCrae à la prisonnière et je lui ai dit, « Est-ce là celui qui a tué votre mari? » Elle me répondit que oui. Merci. Le témoin est à vous. Depuis combien de temps êtes-vous chef détective de la police provinciale? Cela remonte à 7 ou 8 ans. Vous devez nécessairement avoir acquis là pas mal d'expérience et de connaissances de la nature humaine. Certainement. Pouvez-vous juger de l'intelligence d'une personne quand vous lui parlez? Oui. Et de son état de nervosité? Oui, bien sûr. Saviez-vous que la femme Sclater avait été malade durant 15 jours avant le meurtre? Oui, je le savais. Et quelle opinion vous êtes-vous formée de l'intelligence de la femme Sclater lors des aveux qu'elle vous a faits? Il est vrai que je ne l'ai pas prise pour une lumière, mais elle a tout de même su répondre à mes questions. N'est-ce pas votre opinion que l'accusée est une faible d'intelligence? Une naïve? Oui, sa mère est une sauvagesse. Elle a été élevée comme un enfant du sol, comme un enfant des grands bois, mais Merci. de toute façon... J'ai plus de questions. Monsieur Beaulieu, étant donné que vous êtes constable ici, aux Trois-Rivières, et que l'accusé est demeuré 11 jours en pension chez vous avant son incarcération à la prison de Trois-Rivières, lui est-il arrivé de vous faire des déclarations? Oui, monsieur. Elle m'a raconté comment ça s'est passé. Quand tout le monde pensait que McCrae était en haut, couché,
En vérité, il était déjà sorti. Il serait revenu par la porte de devant en disant « C'est fait, ton mari est mort. » Là, il a remonté dans sa chambre. Elle est allée le rejoindre, puis elle a dit « Retourne donc voir. » Attends un peu, qu'il aurait dit. Il faut que je sorte, puis que je revienne. Là, il serait ressorti par la porte de devant, puis c'est là qu'il serait revenu par la porte de la cuisine pour faire comme s'il venait de découvrir le défunt. Monsieur Beaulieu. Monsieur Beaulieu. Quel intérêt aviez-vous à questionner ainsi la prisonnière? J'avais pas d'intérêt. Elle parlait d'elle-même. Ce n'était pas vous qui la questionniez ainsi? Pas en tout. C'est elle qui m'a répété 2 ou 3 fois les déclarations que je viens de rapporter. L'aviez-vous bien mise sur ses gardes? Oui, monsieur. J'ai dit que ça pouvait jouer contre elle s'il y avait un procès, mais elle continuait à parler pareil. J'avais pitié d'elle. Elle semblait pas comprendre sa position puis tout ce qui se passait. Monsieur Beaulieu, pouvez-vous dire à la Cour et au jury si vous avez déjà été condamné à la prison? Oui, monsieur. Pourquoi? Dans l'élection de monsieur Langevin. Mais c'est des affaires politiques, ça. Pourquoi aviez-vous été condamné? Qu'est-ce que vous aviez fait? Non, c'était pour une bagarre. Mais c'est parce que j'étais en boisson. J'ai eu mon procès, ils m'ont puni. Ils avaient trouvé que j'avais été trop turbulent dans l'élection. Avez-vous été arrêté, à part de ça? Ben là, je m'en rappelle pas. Vous ne vous en rappelez pas? Ben, dites-moi-les, puis je vais vous dire si c'est le cas. Si vous ne vous en rappelez pas, vous ne pouvez pas me demander de le savoir. Vous voulez m'avoir, hein? Mais non? Oui, oui. Ça m'avait été dit aussi. Que vous me feriez manger toute une dégelée dans la boîte site. Vous êtes ici pour répondre à mes questions, Monsieur Beaulieu. Écoutez-moi bien. Dans les 12 mois qui viennent de s'écouler, y a-t-il aucune plainte qui a été déposée contre vous devant la Cour? Oui. Pourquoi? Je sais pas comment expliquer ça. Je vais vous aider. C'est pour un assaut indécent. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Sur une jeune fille? Ben oui, monsieur. N'est-il pas vrai qu'il s'agissait d'une pauvre fille qu'il avait chez vous? Hey, j'ai eu mon procès là-dessus. J'ai été éclairé par le docteur, qui a paru dans la boîte site. Bon. Revenons à la cause qui nous préoccupe. Est-ce que M. McCaskill ne vous aurait pas aidé juste un petit peu à vous souvenir que vous avez bien mis en garde la prisonnière? Il peut m'en avoir parlé. Il vous en a parlé? Oui, monsieur. Et il vous a demandé de venir aujourd'hui et de dire à la Cour et au jury ce dont vous vous souvenez. Oui, il m'a parlé de toutes ces affaires-là. Merci, monsieur. Votre Seigneurie, le témoin de la couronne vient de me signifier son refus de témoigner. Monsieur le maire, m'est-il permis de vous demander votre idée sur la question de savoir si la femme Sclater a un bon jugement? Pour dire bonne juge, je dirais pas toujours. Que voulez-vous dire? Ben, pour moi, elle n'était pas toujours juge de ce qu'elle disait. Exemple, à l'enquête du coroner, quand le détective McCaskill est arrivé, elle a changé son premier témoignage. Une dernière question, monsieur le maire. Avez-vous jamais eu l'occasion de remarquer sur la personne de l'accusé des marques de violence? Oui. C'est arrivé plus qu'une fois qu'elle avait un œil au bas, moi.
Monsieur Skeen, vous êtes le père de l'accusé, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Auriez-vous la gentillesse de dire à ces messieurs du jury vos impressions sur votre fille? C'est une enfant irréprochable, monsieur. C'est une femme soumise. Elle est bonne pour ses enfants, elle est honnête, elle est sage. Tout ce que je peux vous dire, monsieur, c'est que je donnerais ma vie pour sauver la sienne. Merci, monsieur Skeen. Messieurs les jurés, pour trouver la malheureuse à la barre coupable de meurtre, il faut que vous puissiez dire que Percy Howard Slater a été assassiné par Wallace McCrae, et ce, en complicité avec Marianne Slater. Et cela n'a pas été prouvé. Dans la cause qui vous occupe, vous devez être convaincu que la preuve de la couronne n'est pas une preuve directe, mais seulement une preuve de circonstance. La couronne a tenté de vous faire croire que McCrae a eu le temps d'exécuter le crime alors que l'accusé a tenté de le réveiller à 3 reprises. Mais qui a vu McCrae sortir par la porte d'en avant et tuer Slater? Personne! Messieurs les jurés, je vous demande plutôt de chercher à découvrir comment il se fait que le nommé Chandonnet ne soit arrivé chez le voisin d'Ontigny qu'à 6h20, alors qu'il était parti 35 minutes auparavant, soit à 6h moins le quart de chez Slater, et qu'il a été amplement prouvé que ça ne prend que 10 minutes pour faire le trajet de chez Slater à la maison d'Ontigny. Pourquoi 35 minutes au lieu de 10? Je ne suis pas ici pour accuser Chandonnet, mais pour défendre une innocente. Messieurs, la couronne a tenté de prouver que la prétendue confession de la femme Slater a été libre et volontaire. Mais regardez ce qui s'est passé. Après avoir confronté cette femme avec McCrae, qui a été amené devant elle, les fers aux mains, menotté et enchaîné, la police sollicite d'elle des aveux. Mais cette femme, qui n'a eu pour éducation que le livre de la nature, qu'a-t-elle compris de l'avertissement, si avertissement il y a eu? Que lui a-t-il fait dire? Messieurs, il y a 13 mois que la prisonnière est enfermée dans un cachot. Ces enfants, pauvres victimes innocentes, perdus dans les hauts du Saint-Maurice, à 200 000 d'ici, tendent vers elle leurs petits bras suppliants. Rendez la mère à ses enfants. Cet enfant des bois, n'ayant eu pour tout horizon que la cime des montagnes et la tête des arbres de nos grandes forêts. Qu'elle retourne dans cette solitude où elle a vécu. Et que cette année néfaste qu'elle vient de vivre soit désormais pour elle non pas la réalité, mais un triste rêve. Messieurs, ne livrez pas à la main du bourreau cet enfant qui porte les noms 3 fois saints d'Anne et de Marie. Je vous remercie. Messieurs les jurés, mon devoir ici, comme avocat de la couronne, est un devoir pénible. Moi-même, j'ai été ému par la plaidoirie extraordinaire de mon jeune collègue. Il a parlé à votre cœur. Je vais maintenant m'adresser à votre raison. La couronne a fait la preuve que Percy Howard Slater a été assassiné par Wallace McCrae. Et ce, en complicité avec l'accusée à la barre, Marianne Slater. Le premier acte de la tragédie commence au moment où McCrae monte à sa chambre, sous prétexte qu'il est malade ou ivre. Mais l'était-il vraiment? Avait-il bu à ce point? Madame Slater monte à sa chambre et redescend en disant qu'il ne peut aller faire le train. Madame Slater n'a pas dit la vérité. Et la deuxième fois, quand Madame Slater monte à l'étage, croyez-vous que McCrae était dans sa chambre? Non, il n'était pas dans sa chambre. Il était descendu tranquillement,
avait pris le revolver là où l'accusé lui avait dit qu'il était sorti par la porte d'en avant et était allé tuer Sclater dans l'écurie. Personne n'a vu le crime, mais Dieu l'a vu. Il a fallu que le meurtrier soit un proche de la maisonnée, un intime des Sclater, puisque c'est son propre revolver qu'on a retrouvé à quelques pas du cadavre, qu'on a voulu inhumer presque sur le champ, avant même l'enquête du coroner. Y voyez-vous pas là quelque chose de louche? Votre tâche, messieurs, n'est pas agréable, tout comme la mienne d'ailleurs, mais tout aussi pénible qu'elle soit. N'oubliez pas que vous avez un devoir à remplir, celui de venger la société. Merci. Messieurs, Percy Howard Sclater a été assassiné par McRae. Ce fait a été établi judiciairement dans une autre cause. Maintenant, Madame Sclater est accusée de meurtre. On dit qu'elle aurait aidé à tuer son mari. Si par la preuve, vous trouvez qu'elle a aidé au meurtre de son mari, et c'est ce que je pense, vous devez la trouver coupable de meurtre sans vous occuper des conséquences de la loi. Les admissions faites au constable Beaulieu et au détective McCaskill pour servir de preuve doivent avoir été faites librement et sur la mise en garde. Dans le cas des aveux à McCaskill à grande pile, la prisonnière a été mise sur ses gardes. C'est une preuve légale. Maintenant, on donne la femme Sclater comme une enfant de la forêt. On dit qu'elle n'est pas responsable de ses actes. C'est mon devoir de vous dire que la loi déclare que toute personne est responsable de ses actes, tant qu'on n'a pas prouvé qu'elle ne l'était pas. Dans cette cause, on ne l'a pas prouvé, et même on n'a pas essayé de le prouver. Je vous laisse en disant qu'aussi triste que soit la position de l'accusé, ça n'est pas un verdict de sympathie que vous devez rendre, mais un verdict sincère et en accord avec votre conscience. Juré, retirez-vous. Accusé, levez-vous. Messieurs les jurés, quel est votre verdict? Non coupable. L'affaire ne se termine pas ainsi. Les journaux de l'époque raconteront que Marianne fut même portée en triomphe dans les rues de Trois-Rivières. Du jamais vu. L'avocat de Wallace McRae portera sa cause en appel et obtiendra la tenue d'un deuxième procès. Étant donné le verdict de non-culpabilité de sa prétendue complice, Wallace McRae fut acquitté. Il s'exila ensuite dans l'Ouest canadien. Marianne, elle, s'est remariée. Elle a eu de ce deuxième lit 5 autres enfants. Ses descendants ont toujours prétendu que l'assassin était nul autre que Chandonnet. D'autre part, présumons que les descendants de Chandonnet ne pensent certainement pas la même chose. Alors, qui a tué Sclater? On ne le saura jamais. Dans quelques instants, le premier tirage du concours Olé TVA. Et à 22h, voyez en exclusivité Jacques Parizeau, Les Dernières Heures, une édition spéciale de l'événement animée par Stéphane Bureau.
sorti, puis là encore, je ne savais plus à qui remettre le bulletin, si c'est moi qui devais déchirer ou pas déchirer. J'étais complètement à côté de mes pompes, moi, ce matin-là. C'est difficile à vivre, des journées comme ça, parce que... Oui, c'est difficile à vivre. Mais c'est... Écoutez, c'est exaltant, c'est extraordinaire. Quand on dit qu'on fait l'histoire, c'est ça qu'on veut dire. Est-ce que vous avez l'impression, parce que je sais, on en a souvent d'ailleurs conversé, que vous êtes amant de l'histoire, vous avez beaucoup lu des biographies, vous vous êtes inspiré de grands hommes qui ont façonné l'histoire. Est-ce que vous chaussez aujourd'hui la pointure de ceux qui font l'histoire? Ben ça, parce que c'est le sentiment... On détermine jamais ça à soi-même. Je ne sais pas, on peut perdre, on peut gagner là, dans les heures qui viennent. J'espère, je pense qu'on va gagner, mais enfin, on ne sait jamais. Mais oui, c'est vrai que j'ai l'impression que moi, personnellement, j'aboutis après des années d'efforts. J'ai toujours été extraordinairement sensible à l'idée que les choses se font lentement en démocratie et de façon persistante. C'est très rare qu'une décision majeure soit prise rapidement parce que tout le monde, tout à coup, s'est rendu compte que c'est ça qu'il fallait faire. Ça prend du temps. Et là, quand vous avez passé des années et des années et des années, toujours dans le même sens, toujours à essayer de faire aboutir les choses, et que le jour où ça aboutit, ben, c'est le jour d'aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression de ne pas avoir démérité. Les 4 années, là, les 4 élections, ce qu'on ne voulait pas en 92, et puis le Bloc en 93, puis le Parti québécois au pouvoir en 94, puis 95, enfin la décision quant à ce qu'on veut. Oui, j'ai l'impression qu'avec pas mal de gens, on est en train de faire l'histoire autrement qu'avec des fusils, autrement qu'avec de la violence, autrement qu'avec, tout ce qu'on connaît dans des circonstances analogues. Oui, c'est un grand moment pour moi, c'est vrai. Quel sera le plus important geste que vous aurez à poser et vous avez certainement calculé tout ce que vous ferez de toute façon pour les prochains jours, si c'est oui? J'imagine que le plan de match est à la seconde près. Ça fait longtemps qu'on y réfléchit, oui. C'est arrêté, là. Il y a plus, pour vous, il n'y a plus de surprise. Si c'est oui, vous savez ce que vous faites. Oui. Donc, le geste le plus important, le plus significatif que vous aurez à faire très tôt? C'est celui qu'on n'aura pas à poser. C'est-à-dire la conscience qu'il y a dans la communauté financière qu'on ne peut pas traverser l'espèce de gestion du dollar monté actuellement. Ça, on sait bien qu'on nous attend là-dessus. On sait bien que... Et alors là, et du côté des autorités fédérales et du côté des autorités à Québec, on est prêt. Le seul fait que... Ici Pierre Nadeau, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième émission de la série À vous de juger. Je vous propose de revenir sur cette ténébreuse affaire Sclater que vous avez pu voir hier à l'antenne du réseau TVA. Pour discuter avec moi, j'ai comme chaque semaine les animateurs de CKAC, Jean Cournoyer et Jean Lapierre. Ils sont accompagnés ce soir de Gaston Lepage, qui interprétait avec beaucoup de panache le rôle de Maître Guérin, le procureur de la Couronne. Et puis ce soir encore, 2 étudiants en droit vont s'affronter dans un concours de plaidoirie en reprenant respectivement les rôles de l'avocat de la défense et du procureur de la Couronne. Et puis nous aurons, comme chaque semaine, un jury populaire qui va répondre à cette même question que nous vous posons à vous, notre public. Je vous rappelle à ce propos la question que nous vous avons posée hier soir. Marianne Sclater était-elle complice du meurtre de son mari? Nous vous communiquerons les résultats en fin d'émission. Voilà, nous revenons tout de suite après la pause. Elle est coupable de complicité puisque le fait qu'elle ait dévoilé l'emplacement du revolver, je crois que c'est une bonne preuve. Complice, peut-être pas, mais elle était sûrement au courant de ce qui se passait. Elle a sûrement consenti même. Non, je crois pas, parce que pour dire qu'elle était complice, il faut trouver le meurtrier. Or, on ne l'a pas trouvé. À mon avis, même si elle avait plusieurs mobiles, de tuer son mari, qui la battait, je crois que le vrai coupable, c'était Chandonnet. Voici maintenant un court extrait de l'affaire Sclater avec Gaston Lepage dans le rôle de Maître Guérin, procureur de la Couronne.
Messieurs les jurés, mon devoir ici, comme avocat de la couronne, est un devoir pénible. Moi-même, j'ai été ému par la plaidoirie extraordinaire de mon jeune collègue. Il a parlé à votre cœur. Je vais maintenant m'adresser à votre raison. La couronne a fait la preuve que Percy Howard Sclater a été assassiné par Wallace McCray. Et ce, en complicité avec l'accusée à la barre, Marianne Sclater. Je reçois maintenant mes invités, Jean Cournoyer et Jean Lapierre de CKAC, et puis aussi aujourd'hui le comédien Gaston Lepage que nous venons de voir dans le rôle du procureur de la Couronne. Vous avez joué ce rôle-là d'une façon tout à fait convaincante, Gaston, bravo. Il y a une chose drôle cependant qui est arrivée. Quand vous avez eu le texte la première fois, je pense que vous avez été très content qu'on vous propose de jouer le procureur de la Couronne plutôt que le rôle que tenait finalement Patrice Lécuyer, l'avocat d'en face. Dites-nous pourquoi. Ben, il y avait, mettons qu'il y avait une plaidoirie assez mélodramatique. Je sais bien qu'à cette époque, ça se faisait comme ça et que ça portait, ce type de plaidoirie-là. Mais les arguments qu'il employait, céder, libérer cette pauvre femme qui a vécu dans le bois, ça, il faisait appel à la religion en même temps. C'est mon père, parce que Patrice est un grand ami, qui va avoir de la misère à te débrouiller avec ça, mon vieux, parce que c'est très mélodramatique. Alors que Guérin, lui, était plus factuel, comme disent les Anglais. Et c'était logique, ce qu'il disait. Évidemment, dans la plaidoirie qu'on vient d'entendre, là, il dit on a fait la preuve que McCray était coupable. C'est fait, il a été condamné. Donc, on a un coupable. On a entendu tout à l'heure une intervenante qui disait il n'y a pas de coupable. Eh bien oui, il y en a un, il y a McCray. Je sais que c'est un procès compliqué. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce procès-là, justement, Jean Lapierre? Moi, j'ai l'impression que c'est probablement le plus compliqué qu'on a vu depuis le début. Et c'est celui qui nous laisse le plus perplexe à la fin, parce que même dans la promotion, on parle d'un triangle amoureux. Moi, j'ai pour aller jusqu'à 4. Oui, moi, j'ai vu un carré amoureux. Et après avoir vu la comédienne, je peux comprendre. Cependant, c'était très compliqué. Et encore une fois, on revient à deux éléments qui semblent communs et n'avoir jamais quitté le système de la justice. Des problèmes avec le juge, puis des problèmes avec les policiers. On a l'impression que ce sont nos deux têtes de turc pendant toute la série. Mais par contre, moi, j'ai été tenu en haleine jusqu'à la fin, puis je suis encore en haleine tellement que je me pose encore des questions. Et Jean? Moi, je suis moins en haleine. Dès le point de départ, le fait que ce revolver-là était dans un endroit inconnu des autres et connu seulement de madame, le fait que les deux avaient un motif, elle était battue, l'autre l'aimait, puis ils se débarrassaient finalement de celui qui les empêchait de vivre dans une belle grande maison jaune, propriété de madame. 18 chambres à coucher. 18 chambres à coucher, c'est beaucoup, ça. Avec beaucoup de chambreurs, comme ça. Mais juste cet aspect-là, et l'aspect qui m'a convaincu, puis c'est arrivé relativement à bonne heure pendant la transmission de l'émission, c'est le refus de témoigner. Et lorsque la dame refuse de témoigner au procès de monsieur, dans ma tête... Pourquoi, d'après toi, elle faisait ça? Ben, disons que, ou bien donc, elle savait des choses qu'elle ne voulait pas dire, qui l'auraient incriminée, pour toutes sortes de raisons. Quand vous refusez de témoigner, c'est parce que vous avez quelque chose à... Comme dit le juge, d'abord. L'outrage au tribunal, elle a quand même sauvé sa peau avec. Elle n'a pas témoigné. Puis, en récompense pour le fait qu'elle n'avait pas témoigné, l'autre non plus n'a pas témoigné. Alors, vous avez au début l'indication claire que, d'abord, elle a peut-être quelque chose à cacher puisqu'elle ne témoigne pas sous serment. Après ça, à la fin du procès, quand on l'a fait témoigner son amant, je l'appelle de même, il dit « Moi non plus, je témoigne pas. » Et le policier, je pensais que tu allais dire qu'au début du procès, on entend le policier, on sait que le policier, donc en 45 minutes, avait liquidé la question. Il a réglé ça très vite. Hein? Oui, mais à cette époque, et même aujourd'hui, est-ce qu'il ne pouvait pas jouer sur la naïveté de Mme Sclater en lui disant, écoutez, dites-nous ce qui s'est vraiment passé. Ils ont essayé ça, on le sent qu'ils ont essayé, parce que l'avocat de la défense essaye de dire, ben, est-ce qu'elle comprenait? Mais à y regarder les yeux, je remarque bien, ou bien non, vous avez mal choisi l'actrice, elle avait l'air à comprendre bien des affaires. Mais en même temps, la police, par exemple, on a eu l'impression que tous les témoins de la police étaient des témoins achetés. Achetés contre des accusations ailleurs, etc., en disant, écoutez, vous n'avez pas déjà fait ça? Est-ce que le policier vous a pas arrangé ça?
ont été un petit peu dans la vie d'aujourd'hui, sauf que c'était un peu plus efficace à l'époque, comme on dit, 45 minutes, confronte avec le présumé coupable, fait avouer, puis ici on part devant une enquête du coroner assez particulière aussi. On interrompt l'enquête du coroner pour faire l'enquête de la police. Ça, c'est mal étonnant, compris, ça. là. C'est beaucoup mal. Ça s'est vraiment passé comme ça, quand même. Mais c'est assez étonnant. Il arrive la police, le coroner est en train de faire son enquête avec un jury, s'il vous plaît, et puis finalement, on se retrouve avec une police qui dit « ôtez-vous de là, je me mets ». Qu'est-ce que le jury fait là-dedans, au fait? Au fond, il n'y en a pas besoin de jury. Chez le coroner... On parle du jury à l'enquête du coroner, pour que les gens comprennent bien. D'accord. Je pense qu'à cette époque-là, il y en avait, mais ça a changé beaucoup depuis ce temps-là. Mais même le deuxième jury, je me demande qu'est-ce qu'il faisait là, parce que le juge avait tout décidé par lui-même. On reviendra sur le rôle du juge dans quelques instants, si vous le voulez. Pour le moment, nous allons aller à cette pause. Nous revenons tout de suite après. Non, Marianne n'était pas complice du meurtre de son mari. Elle n'avait pas la force physique puis l'intelligence de profiter des circonstances qui étaient là. Elle avait aussi révélé l'emplacement du pistolet à McCrae, donc en disant cela, je crois qu'elle était effectivement complice. Non, Marianne Slater n'était pas complice du meurtre de son mari. J'ai l'impression qu'elle était victime tout le long de son procès. Et c'est complètement incroyable qu'elle ait été acquittée devant des preuves aussi lourdes. C'est peut-être O.J. Simpson, québécois, en 1905. On est toujours là, O.J. Simpson. Voici maintenant le moment de notre concours de plaidoirie. Comme chaque semaine, vous allez voir s'affronter deux étudiants représentant chacun une faculté de droit. Ces deux étudiants vont reprendre l'affrontement du procès Slater en jouant respectivement le rôle de l'avocat de la défense et celui du procureur de la couronne. Le jury de ce concours est composé de 4 éléments: les lauréats du concours de plaidoirie de l'an dernier, un groupe de professionnels du droit, nos invités en studio, et puis vous, bien sûr, notre grand public. Voyons maintenant les prix que les étudiants peuvent gagner et la façon dont vous pouvez être, vous, juge de ce débat. Les étudiants pourront gagner des bourses en argent de Ford du Canada et de la Fédération des producteurs de lait du Québec et un emploi d'été au bureau d'avocat Robinson Shepard Shapiro. Chaque participant recevra un coffret cadeau de 10 grands procès. Qui est le meilleur? À vous de juger. Pour participer, remplissez le bon de participation dans la presse et le Soleil du mercredi. Courez la chance de gagner un voyage Grand Tour d'Europe et 1500 $ en argent, en collaboration avec Club Voyage et Nolly Tour. Tirage le 30 novembre. Je vous informe que les facsimilés sont acceptés pour participer au concours. Je vais maintenant vous présenter notre première candidate. Il s'agit de Kathleen Sauvé, de l'Université Laval. Elle va reprendre le rôle qu'interprétait Patrice Lécuyer, celui de Maître Como, l'avocat de la défense. À vous, Kathleen, vous avez exactement 2 minutes pour nous convaincre. Mesdames, Messieurs les jurés, en tant que procureur de la défense, mon rôle n'est pas de vous prouver l'innocence de l'accusé. En fait, il me suffit de soulever un doute raisonnable pour l'innocenter. Marianne Slater est accusée de meurtre parce qu'elle aurait été la complice du crime de Wallace McCrae. La couronne veut la voir condamnée sur la foi du témoignage de 2 repris de justice, Chandonnet et Beaulieu, ainsi que sur les prétendus aveux de l'accusé. Or, je soutiens qu'au moins 2 doutes manifestes existent quant à cette preuve. D'abord, Chandonnet. Il est clair qu'il ne vous a pas dit la vérité, puisqu'il est contredit par le témoin désintéressé qu'est Dontigny. En effet, il n'est pas arrivé chez Dontigny 15 minutes après son départ, mais bien une demi-heure plus tard, et, contrairement à ses habitudes, sans s'annoncer. Où était-il tout ce temps? N'oubliez pas que Chandonnet a déjà commis un vol. Et entre nous, croyez-vous les voleurs? Quant au témoignage de l'agent Beaulieu, en toute justice, on ne peut pas condamner la veuve Slater sur la foi des histoires racontées par ce loufoque personnage. Donc, tout ce qui reste de la couronne sont les prétendus aveux qu'a obtenus le détective McCaskill. Or, McCaskill, tout comme le maire Crête, nous présente Mme Slater non comme étant une lumière, mais une naïve, une faible d'esprit. En fait, tout ce qu'il vient nous dire ici, c'est qu'il a arraché, en un temps record de 45 minutes, les aveux d'une personne très influençable. Alors, comment se fier à une preuve aussi mince? Membre du jury, c'est bien plus qu'un doute raisonnable qui a été établi. En conséquence, vous devez reconnaître Marianne Slater non coupable. Merci. Maintenant, Catherine Dagenet, de l'Université de Montréal, va reprendre le rôle interprété par notre invité Gaston Lepage, celui de Maître Guérin, procureur de la Couronne.
Chers jurés, dans cette affaire, la Couronne a fait la preuve que Marianne Sclater, c'est la complice de McRae, meurtrier de Percy Howard Sclater. Ce qui est très important de garder à l'esprit, c'est que McRae, c'est l'assassin de Sclater. On ne peut absolument pas remettre ça en question, puisqu'il faut se fier au premier procès, qu'il a bel et bien reconnu coupable. Bon, une fois cette question réglée, il ne reste qu'à voir si Marianne, c'est la complice de McRae. Pour la trouver coupable, il faut simplement prouver qu'elle a aidé McRae de quelque façon à commettre le crime. Cette preuve a été faite, et elle a été faite clairement de deux façons. Premièrement, par les aveux de Marianne au détective McCaskill. Elle lui a dévoilé que le jour du crime, elle avait dit à McRae où se trouvaient les cartouches et le revolver, tout en sachant pertinemment que McRae avait l'intention de tuer son mari. Le seul fait de lui avoir fourni l'arme du crime en lui en dévoilant l'emplacement, c'est suffisant pour la reconnaître coupable. Elle l'a aidée. La deuxième preuve qui est tout aussi importante, c'est lorsque Marianne Sclater a tout raconté au commissaire Beaulieu. Tout ceci, ça constitue de la preuve directe et c'est de la preuve légale puisque ça a été obtenu librement et sur mise en garde. Marianne Sclater avait peur de son mari. Elle n'en pouvait plus d'être battue. Elle voulait en être libérée et se retrouver avec son amant. Elle n'était peut-être pas capable de commettre elle-même le crime, mais elle en a été complice, et ce, en étant totalement responsable de ses actes. Je le répète, la preuve est directe. McRae, c'est l'assassin. Marianne l'a aidé en lui fournissant l'arme du crime. Alors, vous, les jurés, vous devez la condamner et vous devez la retrouver coupable de meurtre par complicité. Merci. Alors, je remercie Kathleen Sauvé et Catherine Dagenet. Et puis, je me tourne maintenant vers mes invités. Gaston Lepage, Jean Cournoyer et Jean Lapierre. Ils vont évaluer peut-être un peu cet échange sans nous dire, évidemment, pour qui ils vont voter. Ils ne peuvent pas. C'est interdit. Il faut dire une chose, Pierre, je pense que la profession est en train de changer. Pour le mieux? On voit que les femmes ont vraiment la supériorité. C'est absolument extraordinaire. C'est du plaidoirie, d'une clarté, avec une vigueur et même un certain sens du théâtre, je dirais, presque du Cournoyer. Non, mais... Jean, il a fait école, hein? Je sentais les effets de toge que je n'ai pas vus, mais qu'on les voyait quand même. Non, la performance des jeunes aujourd'hui est extraordinaire. Tu sais, quand on se plaint continuellement de notre système d'éducation, c'est quand même un produit que nous avons devant nous. L'intelligence, la vivacité d'esprit, la qualité du raisonnement, que ce soit les deux jeunes filles qui viennent de passer, les jeunes qu'on a vus l'an passé, c'est pareil, Pierre. On sentait là, que ce système-là d'éducation produit quand même, dans ce domaine-là, bien que celui-là, je suis peut-être mieux en mesure d'en parler, mais moi, j'aimerais ça, lui, l'entendre dans cette comédien. Je veux savoir, quand on est avocat comme ça, est-ce qu'il faut être acteur pour défendre ou pour accuser quelqu'un? Essentiellement. Puis pour ça, je me demande pourquoi... Pas quand on comme fait toi, du droit municipal, quand même. Mais non, ça dépend. Là, on parle de litige. Ça dépend du juge. Des fois, il y a des juges municipaux qui sont influençables aussi avec des effets de dames qui se plaignent d'avoir eu un billet de stationnement ou des choses comme ça. Il y en a qui peuvent très bien plaider leur cause. Ça dépend où ils ont été avant de se faire masser, c'est ça que tu veux dire? Mais, non, ce que je veux savoir, on n'a jamais parlé de ça d'ailleurs depuis le début de cette série, mais est-ce que dans les facultés de droit, ils se donnent des cours de plaidoirie comme tel? Sa question est profane. Plaidoirie dramatique, on pourrait intituler ça comme ça. Et on peut faire venir un jour Gaston Lepage pour faire du coaching, par exemple, des jeunes étudiants. Moi, à Ottawa, je sais qu'on avait des faux procès comme ça et on était évalués sur leur performance. Et bien sûr, le côté contenu est important, mais le côté spectacle avait aussi de l'influence sur la psychologie du professeur qui notait, comme finalement, quand on veut faire un effet sur un jury, c'est de la psychologie. Parce qu'au-delà de la preuve, des simples faits, le fait que l'avocat en question est convaincant, même s'il nous raconte une menterie, hein, on ne le sait peut-être pas, là, mais... Et s'il est convaincant, ça passe beaucoup mieux, j'imagine. Tout le temps. Tout le temps. C'est la même chose qu'un comédien sur une scène. Si le comédien ne tente pas de convaincre la salle de la véracité de ce qu'il est et de la façon dont il interprète le personnage qu'il doit interpréter, même s'il n'y croit pas du tout, il va jouer le rôle qu'il a à jouer. Et un avocat de la couronne ou de la défense a un rôle très précis à jouer, c'est de convaincre un jury, de convaincre un juge. Alors, Tous les moyens sont bons.
Mais là, il y a des Pierre, tu me arguments parlais des affaires réels. que Les j'ai pas moyens dit. sont bons, c'est ce que tu allais dire. Non, je l'ai pas dit. En tout cas, c'était une brillante digression à notre propos. Si on revenait quand même un petit peu à notre procès. Oui, je voulais continuer sur le juge, Oui, Pierre, ben, parce que le juge a donné il des est instructions. insensé, ce juge-là. Ça n'a pas de bon sens, ce juge-là, de dire, écoutez, je pense qu'elle est coupable. Et le juge lui-même prend sur lui de dire ça au jury. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs, normalement, un jury à cette époque-là aurait dû être très, très influencé par un homme de loi qui était un notable d'habitude. Il y a ce phénomène-là que je ne comprends pas. Puis il y a une autre histoire, c'est que cette femme-là, qui était impure et indigne, avec ses aventures, elle a été portée par la foule. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette Ils histoire-là. l'ont portée en triomphe dans Trois-Rivières. Je pensais qu'en 1908, une femme qui couchait avec 2-3 autres, c'était pas bien vu. Oui, mais ça dépendait avec qui elle couchait, puis avec qui c'est qui était le cocu. Ah. Le cocu, c'était un Anglais, ici, là, puis t'étais à Trois-Rivières. Quoi, le fait qu'elle ait épousé un Anglais, puis que l'Anglais était la victime, qu'elle ait été accusée du meurtre de son mari, puis ensuite acquittée, Non, tout mais- ça, finalement, Mais c'est... Pierre, il y a quand même deux choses. Elle a mangé une maudite volée, on en a vu une. Mais apparemment, il y en avait plusieurs avant celle-là. Ça va peut-être dans le village, peut-être. C'est peut-être ça aussi. C'est ça, puis en plus, c'était un Anglais qui la frappait. Quand tu arrives à Trois-Rivières, qui n'est quand même pas le foyer de l'Angleterre, là, puis tu as un procès qui implique quelqu'un qui a été tué, et tu as peut-être les gens qui, dès le point de départ, leur sympathie s'est en allée vers la petite indienne, la petite fille dont on disait dans le programme qu'elle était arriérée mentale ou n'en va pas trop vite. La sympathie s'est en allée là, puis comme c'était un Anglais, puis un Anglais de middle class. Oui, ce qui veut dire que, est-ce que le public, les gens, savaient ou pressentaient qu'elle était peut-être coupable, mais qu'elle ne méritait pas, parce que finalement, elle avait servi une leçon? La défense aujourd'hui qui est acceptée devant nos tribunaux, c'est-à-dire la défense de légitime défense, quand une femme se fait agresser continuellement, se fait battre, on a acquitté des femmes pour cette raison-là récemment ici, mais anciennement, ça ne se faisait pas. Le peuple acquittait, mais pas nécessairement le jury ni le juge. J'ai l'impression que le jury a réagi exactement comme le peuple, parce qu'au fond, ils l'ont acquitté malgré l'insistance du juge et malgré certaines preuves pseudo-accablantes. Ben, pseudo, moi, je trouve qu'elles étaient pas mal accablantes, Comme? les preuves. Ben, par exemple... il continue son rôle, il continue son rôle. Oui, puis ça sera d'ailleurs le mot de la fin. Le policier, il faudra qu'on en reparle peut-être une autre fois. Nous vous revenons, nous, tout de suite, après cette courte pause de l'affaire Sclater. À la question « Marianne Sclater était-elle complice du meurtre de son mari ?» vous avez répondu oui dans une proportion de 25 % et non dans une proportion de 75 %. La semaine prochaine, nous allons vous demander de juger de la culpabilité ou de l'innocence de Raymond Durand, accusé du meurtre de sa femme Janine Boissonneau-Durand. C'est notre premier grand procès international. La famille Durand venait de Hull, mais l'affaire s'est passée aux États-Unis en 1992. Voici un extrait de ce procès. Je dois vous faire voir l'exhibit numéro 1 et vous demander si vous pouvez dire au jury qui est sur cette photo. C'était ma mère. C'était ma mère. Je l'ai reconnue, même si j'avais vu la photo, sans savoir, je l'aurais reconnue. C'est ma mère. Je pourrais pas le regarder en face. Personne t'oblige à le regarder. T'as juste à répondre aux questions. J'aimerais tellement qu'il se lève pour me dire « Anne, j'ai pas tué ta mère, je vais te raconter ce qui s'est passé. Il te le dira jamais, ça. » J'ai envie de pouvoir le détester. La haine, ça fait moins mal. Eh bien voilà, c'est tout pour cette deuxième émission d'À vous de juger. Je remercie mes invités, Jean Cournoyer, Jean Lapierre et Gaston Lepage. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 20h30. Ici Pierre Nadeau. Merci d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bonjour, ici